Rentrons dans le vif du sujet sur ces questions de collaboration entre l'homme et la machine, à la lumière peut-être de ce que nous a dit le général à l'instant. Je me tourne vers vous, Bernard Carrera, je le disais, vous êtes directeur général de Stobli Robotics. Et voilà, moi, en entendant le général, je me disais, parmi les choses qui doivent être difficiles, donc Stobli Robotics, pardon, c'est l'un des grands acteurs de la fabrication de robots. C'est un groupe qui est suisse d'origine, mais qui est implanté depuis plus de 100 ans à Faverges, en Haute-Savoie. Et c'est à Faverges que sont centralisées toutes les activités de robotique du groupe. C'est un bel hommage à rendre aux capacités du territoire français, au passage, qui fabrique par ailleurs des composants pour machines textiles et des systèmes de connexion. J'imagine les composants pour machines textiles, c'est plutôt les origines de ce site de Faverges ou pas du tout? Tout à fait. Voilà. Vous pouvez peut-être baisser un tout, excusez-moi, voilà, très bien, micro. Le groupe a démarré à partir de la construction d'équipements pour les machines textiles. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose en régie. J'ai l'impression que le monsieur n'a pas son micro. Est-ce que ça marche mieux? Vous pouvez peut-être nous redire Faverges? Alors Faverges voilà, là on entend bien. Effectivement démarré en 1909 sur la fabrication, la conception d'équipements pour l'industrie textile. Et de fil en aiguille, si je puis dire, s'agissant de textile, on finit avec les robots. Hein. C'est de la mécatronique, puisqu'on convertit des 0 et des 1 qui étaient sur des papiers perforés pour bouger des métiers à tisser. Ça a démarré de cette manière-là. C'est intéressant d'ailleurs de voir que voilà, la robotique, ça ne tombe pas du ciel. Hein. C'est l'évolution, c'est l'aboutissement d'une évolution régulière qui vient d'autres industries où effectivement on pouvait traiter aussi les 0 et les 1 depuis un moment. Alors ma première question, elle est évidemment en rapport avec ce qui vient de nous être dit par le général. On voit bien que la coopération homme-machine, elle suppose probablement que dès la conception, on prenne ça en charge. C'est-à-dire que quand on fait un robot, on doit se préoccuper de savoir, on doit se préoccuper de la manière dont, parmi les défis techniques, il y a ça, la manière dont le robot va interagir avec l'opérateur. Enfin, peut-être plus généralement, évoquer peut-être, si vous voulez bien, les défis techniques qui se posent à un fabricant de robots et ceux qui doivent être surmontés pour permettre justement une bonne collaboration entre hommes et robots, Bernard Carrera. Oui, effectivement, la collaboration homme-robot, c'est vraiment la voie de développement de la robotique industrielle, puisque moi je n'interviens qu'en termes de robotique industrielle. Oui. C'est pas vous qui faites les petits robots qui apportent la baguette dans les hôtels ou qui nous permettent de choisir chez Darty. Hein, voilà. Vous, c'est du lourd, c'est du beau. Malheureusement, on n'a pas de photo de vos robots, mais enfin, pour ceux qui ont déjà vu un robot industriel, ça ne trompe pas, c'est un robot industriel. Il n'a pas de petits yeux, il n'a pas de jupette et il n'avance pas en disant bonjour. C'est un robot. Effectivement. Mais ce robot, nous avons dû développer des briques technologiques pour l'amener à ce niveau de collaboration homme-machine. C'est un travail long, effectivement. J'ai bien aimé la touche ironique du général Mercier par rapport au budget et par rapport aux durées, parce qu'on a connu peut-être sur une échelle un peu plus courte des phénomènes à peu près similaires. Et pourtant, vous ne traitez pas avec les industriels de l'armement qui sont réputés pour ça. Hein. D'accord. Mais de toute manière, il fallait constituer ces éléments. Pourquoi? Parce que le robot industriel aujourd'hui, tel que nous le voyons dans beaucoup d'images, dans beaucoup de reportages, dans des usines, il y a un monde du robot, un monde, je dirais, digital, dans lequel l'homme n'est pas le bienvenu. Tout cela est séparé par des barrières. Ce sont des grandes capacités, des tâches très lourdes, mais non flexibles. La robotique collaborative, elle va permettre d'enlever ces barrières, de faire entrer l'homme au cœur de ces ateliers robotisés. Et là, une fois de plus, j'étais très heureux d'entendre le général Mercier par rapport à ces conclusions. La performance maximum, c'est l'homme qui est derrière. Ça, on commence à le voir également. Donc, d'un point de vue de constructeur de robots, il a fallu concevoir, développer ces solutions-là. La technologie le permet aujourd'hui. C'est simple sur le papier de dire comment fait-on collaborer un homme et une machine. Dans la réalité, il a fallu développer des capteurs, il a fallu développer des logiciels, des actionneurs, enfin tout un ensemble de briques technologiques qui nous permettent aujourd'hui de faire rentrer l'homme, d'enlever ses barrières et de fonctionner avec ces robots. Ce que vous dites, il faut le comprendre pas seulement sur le plan conceptuel, intellectuel, métaphorique, mais même sur le plan le plus trivial. C'est-à-dire que quand on se parlait au téléphone pour préparer cette réunion, vous me disiez, avant les robots, on ne savait pas très bien dans quel sens ils allaient s'agiter, il y avait des grillages, les hommes étaient tenus à l'écart. Aujourd'hui, on a optimisé tout ça. J'allais dire, enfin encore une fois, il ne faut pas faire d'anthropomorphisme, mais on peut quasiment caresser son petit robot en passant et aller à son poste de travail. L'enjeu de sécurité dans le rapport homme-robot a été pris en charge et on a des résultats qui sont bien plus satisfaisants qu'avant.
Mais c'est surtout le robot qui ne doit pas caresser l'homme. Oui, c'est parce que quand il caresse, qu'il faut le voir. Ça peut faire mal. Ouais. Parce que d'un point de vue sociologique également, nous sommes aperçus, nous avons travaillé là-dessus, nous avons écouté des théoriciens, des sociologues, faire travailler un homme et une machine, un robot en particulier, donc une cinématique, rien n'est plus détestable, même si ça te fait pas mal, comme disent certains constructeurs. C'est détestable de savoir qu'une machine va vous heurter, même pas violemment dans le dos, etc. C'est-à-dire que là, il n'y aura aucune acceptation. Donc il a fallu définir un robot qui soit capable d'appréhender son environnement. D'où les capteurs et la capacité d'adaptation, ce qui suppose évidemment un niveau d'intelligence, j'allais dire, un peu élevé. Tout à fait. C'est l'appréhension de son environnement pour la sécurité de l'opérateur et également pour les tâches à exécuter. C'est ça le grand changement de la robotique industrielle. Et effectivement, il y a des aspects, je dirais, hardware, mais les gros efforts ont été au niveau logiciel, où il y a eu énormément de travaux qui ont été faits. Des notions de redondance, on revient un peu à l'aviation. La redondance n'était pas dans les machines industrielles, dans les robots. Elle y est dorénavant pour s'assurer que, quels que soient les événements, quel que soit éventuellement le taux d'avarie qui puisse apparaître, la machine est toujours sûre pour l'opérateur. Oui, on revient à ce qu'on disait sur les avions, où effectivement ces procédures-là de redondance sont assez classiques. Alors, il y a aussi la problématique du rapport entre l'homme et le robot sur la capacité de l'opérateur à non pas parler, non pas faire évoluer le robot, mais quand même pas être complètement déconnecté. Est-ce qu'ils peuvent se parler? Est-ce qu'il y a des langages Est-ce qu'on peut imaginer que l'opérateur et le robot communiquent, que l'opérateur puisse améliorer le fonctionnement du robot? Comment ils interagissent à cet égard? Alors, à contrario de la robotique industrielle actuelle, qui est toujours là et bien là, où nous avons des langages, une syntaxe pour définir, pour programmer des séquences, des mouvements. Le robot de collaboration, la nouvelle génération de robotique qui se met en place, aura un système d'apprentissage tout à fait différent. Très fortement tactile, pourrait-on dire, c'est-à-dire que l'opérateur, on ne doit pas penser uniquement sur les très grandes sociétés, les grandes séries, mais là, c'est aussi la porte ouverte à la petite et moyenne entreprise qui est très faiblement robotisée dans le monde entier et particulièrement en France. Alors, on le disait encore ce matin, bien sûr, en France, c'est particulièrement vrai. Oui. Et là, l'opérateur va se saisir d'un robot qui sera totalement sûr, qui n'aura jamais une réaction, comment dirais-je, hostile. Oui. On fait toujours de l'anthropomorphisme, même si on ne veut pas, parce qu'il y a l'hostilité d'une machine, ça n'a aucun sens, mais c'est la meilleure manière de qualifier en réalité. La machine n'est pas hostile, mais elle est dangereuse. Voilà, il faut le voir plutôt de cette manière-là, où elle était dangereuse avant que nous développions ces briques. Eh bien, l'opérateur va se saisir effectivement du bras, de l'extrémité, de l'outil, et va lui montrer, très simplement, quelle est la tâche à effectuer. C'est-à-dire qu'on prend la machine par la main, au propre et au figuré. Je vais demander à cette machine de me transporter cette pièce d'un endroit à un posage. C'est excessivement banal, mais il y a des opérations de ce type-là. Eh bien, au lieu d'aller coder des lignes, au lieu de le faire de plus en plus en simulation, on peut le faire aujourd'hui en simulation. On lui montre 10 ou 15 fois et la machine comprend. L'intérêt de cette robotique, c'est que même en très petite série, on va réaliser un chargement, déchargement de machine, placer un insert, faire différentes opérations de ce type-là. La série est terminée, même si ça a pris 2 heures de production, on fera une autre tâche. Sans qu'il y ait un programmeur dans l'entreprise, je reviens à la PME, sans qu'il y ait des gens excessivement spécialisés par rapport à cela, mais l'opérateur, et on revient à ce que disait une fois de plus le général Mercier, l'opérateur est au cœur de tout cela. C'est-à-dire que ce n'est plus un exécutant sur des tâches basiques, toute l'entreprise a monté, l'opérateur également parce qu'il va plus loin. En termes d'interface, il y a aussi des codes optiques. Je fais des comparaisons peut-être un peu exagérées, mais cette robotique de collaboration machine, c'est un peu l'iPad. On est un peu dans ces notions-là, c'est-à-dire qu'il y a du tactile, il y a du visuel, il y a des codes de couleurs. C'est presque utilisable par des enfants par rapport à certaines séquences. C'est ça, l'évolution de la robotique et sur laquelle notre entreprise en particulier a travaillé, travaille et continuera à travailler. Si je vous entends bien, par rapport à ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques années, aujourd'hui la collaboration homme-robot, elle est très facilitée par le fait que l'interface du robot est beaucoup plus accessible et pas seulement à des spécialistes qui sont les types qui codent, les gens qui programment. On a fait des progrès dans l'interface et donc il y a des progrès dans l'interaction. Absolument. Effectivement, c'était une voie d'amélioration et de, entre guillemets, démocratisation de la robotique pour la faire entrer ailleurs. Alors, je voudrais vous interroger également, avant qu'on continue le tour de table, Bernard Carrera, sur justement la répartition des rôles entre hommes et robots. On nous a dit ce matin, ça va de soi, qu'on allait plutôt laisser les tâches pénibles, répétitives, dégradantes aux robots,
puis des tâches à valeur ajoutée ou celles, ou en tout cas où elle était remplaçable à l'homme. L'idée que l'opérateur est créatif, que le robot ne puisse pas l'être, l'idée que le robot peut prendre en charge les tâches les plus classiques, les plus pénibles, les plus dégradantes, les plus répétitives, c'est une idée qui correspond toujours à la réalité de ce que vous avez en tête et des produits que vous fabriquez, ou bien aujourd'hui la répartition du travail se fait un peu différemment, la répartition des rôles, j'allais dire. Effectivement, l'intérêt de la robotique vu sur cet angle-là, si on se place du point de vue de l'opérateur, effectivement, est pour remplacer des tâches répétitives à faible valeur ajoutée, parfois mutilantes. On pense beaucoup à l'industrie lourde, de l'automobile, etc. Il y a une voie de robotisation qui est l'industrie agroalimentaire. Ce sont des conditions pour les opérateurs très délicates. C'est souvent un peu dans le froid. C'est toujours très humide. Donc les tâches répétitives ont des effets immédiats et assez désastreux. Donc effectivement, cette robotique, elle est là pour solutionner tout cela. L'opérateur, une fois de plus, on va le rehausser, c'est-à-dire que au lieu de faire des opérations basiques, il va apporter plus de valeur ajoutée. On garde l'opérateur pour faire autre chose. Chez nous, dans notre usine, où nous fabriquons nos robots, nous avons déjà mis en place les principes de l'usine du futur. L'usine du futur, il faut déjà voir l'usine d'aujourd'hui avant de penser à l'usine du futur. Est-ce qu'un marchand de robots a robotisé son usine? Oui, forcément. Oui, à l'évidence, ça serait inadmissible autrement. Votre propre client dans la joie et la bonne humeur, et ça se passe bien, la cohabitation opérateur-robot, alors? Eh bien, nous sommes justement à cette phase de transition, c'est-à-dire que nous avions des lignes assez classiques que les grands utilisateurs de robots connaissent, donc un monde de robots et un monde d'opérateurs à côté, mais peu d'interfaçage. Eh bien, nous sommes en train de réaliser nos premières lignes où un robot viendra s'interfacer avec un opérateur, lui présenter des pièces, faire des assemblages simples, mais par contre, là où il y a un vrai tour de main, une difficulté ou des systèmes optionnels qui ne sont pas répétitifs, l'opérateur viendra. Et le robot, en fonction de cela, adaptera son comportement, son niveau d'énergie pour pouvoir en permanence protéger l'opérateur et également l'environnement dans lequel il est. Merci beaucoup. On continuera ce tour de table avec vous dans un instant. Je vais maintenant me tourner vers... alors, cette fois, je vais dire peut-être votre nom en entier, puis après, je vous appellerai José, si vous voulez bien. José Vicente de los Mozos Obispo. Vous êtes membre du COMEX de Renault, directeur des fabrications et de la logistique du groupe. Vous êtes entré chez Renault, José, en 1978, donc vous avez une connaissance profonde de l'entreprise. Vous y avez occupé différentes fonctions, évidemment. En particulier, vous avez été en charge de la direction des fabrications, carrosserie, montage, puis de la direction de la branche espagnole. Donc, vous avez une expérience internationale, une expérience dans les différents secteurs de la maison, toujours évidemment dans les fabrications. Alors, on est très très heureux de vous avoir, d'abord parce que Renault, c'est pas n'importe quoi, c'est une entreprise dont la France est fière à juste titre et qui compte beaucoup dans l'emploi et dans l'emploi industriel, on le redisait ce matin, mais aussi parce que le secteur automobile est rentré très tôt dans un processus d'automatisation pour le meilleur et pour le pire. Il y en a parfois été fait grief, mais aujourd'hui, vous êtes, vous les industriels de l'automobile, à peu près, vous commandez à peu près 40 à 50% des robots qui se vendent dans le monde. Donc ça veut dire que vraiment vous êtes à la pointe de tout ce qu'on évoque aujourd'hui en termes d'équipement en robots et donc d'expérience de la collaboration entre les hommes et les robots. Alors, je commence par une question un peu banale, mais qui, me semble-t-il, est importante pour qu'on sache un peu d'où vous pouvez nous éclairer. Quels sont, d'après vous, les apports de ces robots à votre productivité et puis au travail des opérateurs? Comment ça se passe chez Renault, l'interaction avec les opérateurs pour que, justement, on obtienne de la productivité, mais aussi un peu de satisfaction, j'imagine, c'est aussi votre objectif de la part des opérateurs. Bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, j'ai écouté ce matin un pessimisme sur l'industrie française. Donc moi, que je travaille en France depuis les années 90, je peux vous dire que vous avez un grand pays et on est en compétition avec tout le monde. Il y a beaucoup de choses, mais je pense que parfois on critique les petites choses négatives et on s'oublie des choses positives. Donc, ça, c'est les Français, pour rentrer. On n'a rien entre Cocorico et Harakiri. Donc là, ce matin, vous avez vu un petit peu le côté Harakiri. Mais faites Cocorico pour nous, ça nous fait plaisir. Voilà. Donc, nous, les robots dans les usines de l'automobile, ce n'est pas une nouvelle. Déjà, on a minimum 500, 600 robots par usine de montage. Donc, nous avons des usines fortement automatisées. Alors, maintenant, le contexte est différent. Nous, les manufacturiers, nous sommes une partie de la chaîne de valeur des business. Renault vend des voitures. Renault, c'est une entreprise française, donc comme nous pouvons être compétitifs dans l'industrie. Donc, vous savez que la robotique, dans première donnée, était les leviers, c'est la profitabilité. On était profitable, on met des robots, sinon on met des hommes. Ça, c'est fini.
Ça, c'est fini, parce que ça, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le contexte socio-technique a changé dans la société. Par exemple, je vous donne une donnée. La moyenne des opérateurs de fabrication en France, pas seulement Renault, c'est de 44 ans. Donc, nous devons intégrer ces personnes, parce que pour nous, aujourd'hui, c'est dans le cœur des systèmes industriels. Aujourd'hui, et demain, comme le général a dit, l'on restera, mais avec un profil différent. Mais tout d'abord, pour nous, ce que c'est important, c'est l'aspect socio-technique. C'est-à-dire, nous appelons chez Renault le cadre de travail motivant. Donc, c'est la santé du travail. Donc, ça, c'est les basiques, c'est les fondamentaux. Et à partir de là, travailler sur l'ergonomie, sur la luminosité, toutes ces choses qui sont des bases. Et c'est là où les robots, maintenant, apprennent une nouvelle dimension, c'est les robots collaboratifs. Comme les robots collaboratifs peuvent nous aider. Deux éléments majeurs. Un, l'ergonomie. Dans le processus industriel, si on commence pour l'emboutissage, vous savez qu'il y a des opérateurs qui mettent des opérations, des pièces dans les emballages. Donc, de façon fréquentielle, des opérations lourdes. Pour vous donner une idée, un capot et un côté caisse, le poids peut être entre 8 et 11 kilos. Donc, c'est maintenant, nous avons intégré des robots pour faire le chargement automatique. Donc ça soulage les opérateurs de tâches qui ne sont pas très gratifiantes et qui sont problématiques du point de vue de la santé. Voilà. On continue, et si on continue sur l'assemblage des portes et des capots, ce sont des opérations lourdes, donc là, les robots aussi nous aident. Par exemple, on a je vis à Douai, il faisait quelques semaines, donc il ne faut pas de robots pour situer une porte sur la voiture. Donc ça, c'est important. Mais aussi, l'ergonomie, c'est important sur des opérations comme j'écoutais sur la peinture ou de difficilement accessibilité, dont les robots collaboratifs peuvent nous aider. Mais aussi sur la qualité des produits. Parce qu'aujourd'hui, le niveau de qualité dans les marchés est beaucoup plus important qu'était avant. Donc nos clients ont besoin d'assurer notre qualité. Et c'est là les robots collaboratifs avec les systèmes de vision, que c'est important, par exemple, pour voir la qualité de peinture, les robots. Oui, pour fixer la portière juste là où il faut, pour peindre sans aucune tâche. Le robot est plus performant que l'homme. Et en plus, c'est des tâches, encore une fois, qui ne sont pas très gratifiantes. Alors quand même, on en vient à la question, c'est qu'est-ce que vous faites des opérateurs dans tout ça? Parce que si vous remplacez vos opérateurs par des robots, il ne reste plus d'opérateurs. Non, ce n'est pas vrai. Et parce que d'abord, il faut parler des fondamentaux. Et Renault, dans l'année 2013, a signé un plan de compétitivité. Et en France, on faisait 500 000 voitures, on s'engageait à faire 610 000. Et hier, j'étais à Douai et avec une convention de chefs d'atelier. C'est la première fois qu'on a fait chez Renault parce que moi, je trouve que parfois on s'adresse toujours dans les sociétés à des directeurs et managers, mais on ne s'adresse pas aux personnes qui sont à côté des opérateurs. Et moi, j'étais très content parce que vous savez, nous avons plus de 10 sites en France. Personne ne parle chez Renault d'incertitude. Tout le monde parle d'avenir, on parle d'intérimaire, on parle de manque de compétences. Ça, c'est une première réussite. C'est-à-dire qu'on a changé la mentalité. Donc, à partir de là, si on améliore la compétitivité, donc, nous allons faire la Micra à Flandre, on va faire des Fiat à Sandouville, donc on va faire plus de volume. Donc, à la fin, l'équation est positive. D'accord. Alors, on revient sur le rôle tout de même. Donc, pardon pour cette petite parenthèse sur qu'est-ce que vous faites des opérateurs, qui était plus du ressort de notre débat de ce matin. Mais enfin, c'était bien quand même, je crois que vous nous le disiez. Donc maintenant, quel est le rôle des opérateurs? Comment la tâche des opérateurs évolue dans cet univers plus robotisé? Comment ils coopèrent? Quelle est votre vision? Bon, les profils changent, ça c'est vrai, donc il faut les former. Nous d'abord, nous sommes notre système de production. L'opérateur, il faut prendre en compte des aspects. Par exemple, un aspect qu'avant on ne voyait pas, c'est l'ergonomie cognitive. Parce qu'il y a beaucoup de diversité. Donc, il faut les former. Il faut changer les managements. Maintenant, les managements, il faut qu'ils soient plus au terrain. Il faut qu'ils soient plus à l'écoute. Aujourd'hui, les opérateurs n'ont pas beaucoup de patience pour qu'un problème soit résolu. Donc, il faut être là. Il faut être à l'écoute. Donc, quand on parle de qualité, il faut résoudre les problèmes. Donc, une fois qu'on a fait les fondamentaux et on a formé et les managers à proximité, après, il faut responsabiliser. Et à partir de là, il faut travailler dans les compétences.
Donc, nous avons ouvert l'année dernière l'école de fabrication, où j'ai mis en place les apprentis. On continue à changer à former les conducteurs d'installation, des conducteurs de ligne, différents profils nouveaux qui apparaissent. Mais aussi, nous avons fait à Flan une école de fabrication monde, c'est-à-dire parce que nous avons 36 sites de production dans le monde et c'est très important la standardisation. Et nous avons pensé que, les commandants parlaient de Lyon, nous parlons ici de Paris, donc c'est ici notre école et d'ici nous formons notre formateur standard pour changer les profils de nos opérateurs dans le monde. Donc vous voyez, d'abord les soclos, les fondamentales, l'aspect socio-technique, à partir de là, la couche de notre système de formation, à partir de là, responsabilisation et la formation. Alors justement, la formation, ça concerne les opérateurs, vous venez d'en parler, ça concerne aussi les managers. J'imagine que pour un manager, c'est pas la même chose d'exercer son métier, un chef d'équipe ou les différentes strates de la hiérarchie d'une unité de production. C'est pas la même chose d'exercer son métier dans un cadre robotisé, dans un cadre où il y a beaucoup de machines, beaucoup de robots, que dans un cadre plus traditionnel à l'ancienne. Est-ce que là aussi, ça suppose que le management s'adapte et qu'est-ce qu'on attend du management dans une usine qui est plus robotisée? Donc, nous parlons d'un management de vérité. Et par exemple, on a commencé le management par moi-même. Moi, avec mon équipe, on a commencé à faire le management. On peut travailler plus proche des opérateurs, on peut travailler les lignes manufacturières, parce que beaucoup de personnes comprennent que les lignes manufacturières, c'est réduire des opérateurs. Et ce n'est pas vrai. C'est améliorer l'environnement des postes de travail. Donc, moi, j'ai commencé par moi-même et mes équipes. Et à partir de là, on va déployer jusqu'à l'essai douté. Donc, parce qu'il faut être exemplaire. Je pense que parfois, on traite les opérateurs comme ils ne comprennent pas les choses. Ils sont très intelligents. Il faut traiter comme personne. Et l'exemple de management est très important. Et c'est à nous de les donner. Est-ce que dans ce cadre renouvelé de coopération entre hommes et machines, la question de la créativité, de l'amélioration à la marge, de la du mode de production et de la manière dont on fonctionne est revisitée? Pardon, j'y vais à la serpe et je ne suis réellement pas aussi spécialiste que vous, donc je sais d'avance que je vais être un peu ridicule, mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait quand même dans la tradition, par exemple, de Toyota, l'idée qu'on améliorait progressivement le process de production parce que précisément les opérateurs avaient des idées que le management n'aurait pas forcément eues et on pouvait, par incrémentation successive, optimiser. Question encore une fois naïve, mais que je crois pas complètement absurde, à partir du moment où maintenant il y a des opérateurs et des robots. Est-ce que ça, c'est possible autant qu'avant? Et qu'est-ce qu'on attend en termes de créativité du management et des opérateurs dans un cadre où les machines font quand même une grande partie de ce qui pouvait originellement peut-être être amélioré par la créativité des opérateurs? Les manufacturiers se mettaient très créatifs. Il continuera. Moi, j'étais la première personne chez Renault à se former au Japon, dans l'année 2002. Et j'ai dit que quand je suis allé au Japon, j'étais un aveugle dans les ateliers. Je ne voyais pas. Avant d'y aller. Avant d'y aller. Ouais. Bon, maintenant, je ne vois pas beaucoup, mais quelque chose, j'arrive un petit peu plus à comprendre. Quand même. Et je pense que la créativité est bien, mais il faut connaître le métier. Les manufacturiers, c'est un métier. Il faut passer du temps dans les ateliers. Et un des problèmes que nous avons aujourd'hui en France, c'est le manque d'attractivité des opérations industrielles. Et on parle beaucoup de diversité. Aujourd'hui, nous avons des difficultés à rencontrer des fans des écoles pour aller en usine. Et après, autre point, c'est que les gens sont impatients. Et depuis 2-3 ans, il va y avoir de la promotion. Et dans une usine, il faut passer des années pour bien comprendre. Et c'est quand vous voyez, je suis espagnol, que quand je vois sur d'autres pays la différence de compétitivité, c'est que dans d'autres pays, les personnes passent plus de temps dans son poste de travail au niveau du management. Donc, le management est plus fort. Ici, on peut passer dans les usines de passage de 300. Comme je dis parfois, la première année, on se forme, la deuxième travail, la troisième, il cherche un nouveau emploi. Donc, c'est pas difficile d'avancer. Donc, il faut que faire notre outil industriel soit attractif. Et à partir de là, la créativité, mais contrôlée, liée au business. Mais est-ce qu'il reste de la réactivité s'il y a des robots partout? Pardon, je reviens sur ma question sur ce mode le plus un peu bébête, pardon. Oui. Parce que le robot, il a beaucoup de qualités, mais enfin, il est modérément créatif. Oui, mais c'est nous qui gérons les robots. N'oubliez pas. Oui. N'oubliez pas. Par exemple, pour souder une caisse, les robots donnent point de soudure. Mais n'oubliez pas que c'est nous qui donnons dans quel ordre. C'est nous qui donnons l'intensité, par exemple. C'est nous qui faisons la manipulation. Donc, c'est nous les garants des robots. Ce n'est pas les robots les garants de l'homme.
Écoutez, merci pour ce premier éclairage. José, on va maintenant se tourner vers Armand Hatchuel. Alors, j'entendais José Osmozos et je me disais, Armand Hatchuel, ça va être douce musique à vos oreilles. Je vous voyais opiner du chef, parce que quand on a échangé un peu en amont de cette table ronde, vous me disiez, ce qui est important, c'est la conception. Hein. C'est vraiment ça qui vous tient à cœur. Je rappelle que vous êtes co-responsable de la chaire Théorie et méthode de la conception innovante à l'école des mines ParisTech. Vous avez publié de nombreuses choses sur ces sujets. Tout dernier, je crois, Théorie, méthode et organisation de la conception, c'est aux éditions justement des presses des mines. Et vous avez développé avec Benoît Veil, qui est votre vieux complice dans cette matière, la théorie de la conception. Vous travaillez plus spécifiquement sur la conception innovante. Alors, précisément, est-ce que conception innovante avec des robots, tout ça, est-ce que ça a encore du sens? Et comment on fait pour que cette usine optimisée grâce aux robots, bien sûr, continue à être projetée dans l'avenir en termes d'amélioration des process, des méthodes, pour que, justement, on continue à gagner en productivité, en efficacité. Tout ça pour, si tout va bien, on le disait ce matin, tous les bienfaits possibles en termes d'emploi. Tout à fait. Alors, je dois dire que ce qu'a dit le responsable de l'état-major tout à l'heure, effectivement, a été particulièrement adapté à notre sujet et il faudrait l'en remercier parce que je crois qu'il nous a ouvert les perspectives actuelles. Je vais y revenir. Je partage aussi tout à fait ce qui a été dit avant moi et je vais simplement essayer de le mettre en perspective. Alors, il se trouve que je ne peux que remercier Renault qui a été mon sponsor depuis de nombreuses années. Alors, il y a une phrase je crois que c'est de Christophe Midler, qui est un de mes collègues, qui disait il y a quelques années, il disait en fait, pour comprendre pourquoi il y a des chaînes, il faut aller regarder le fait que le bureau d'études est lui-même une chaîne. C'est-à-dire qu'en fait, et je le dis avec amitié pour mes amis de FIV qui m'invitent et me réinvitent, je leur avais souvent dit, attention, ne parlons pas d'usine du futur, je pense que l'expression est un petit peu trop limitée, et parlons du système de production du futur. Parce que l'usine n'est qu'un élément, et j'ai beaucoup apprécié quand vous avez dit, c'est nous qui donnons aux robots, c'est nous qui cadrons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à la question, y a-t-il coopération possible entre robots et hommes? La réponse, c'est de dire, mais qui conçoit l'usine? Et quels sont les objectifs qu'on va donner aux concepteurs? Quand s'arrête la conception? Est-ce qu'on a des usines dans lesquelles il y a, je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait des bureaux d'études délégués. C'est-à-dire qu'il y avait une présence très très forte des bureaux d'études dans les usines. Que par exemple, dans la métallurgie de précision, il y a des ingénieurs de recherche sur les postes machines, en permanence, parce que le phénomène technique doit être tout le temps revu, caractérisé. Donc, mais vous en parlez au passé. Alors, je pense que ce qui nous a été un petit peu laissé entendre, ce qu'on nous a laissé entendre, c'est qu'effectivement, il y a eu une phase, en gros, une phase de découplage très fort, où grosso modo, l'appareil de conception a été tiré par un petit nombre de critères de performance. Je pense que vous avez eu la gentillesse de le rappeler. Et qu'au grosso modo, on avait des bureaux d'études qui étaient des chaînes, qui fabriquaient des chaînes. Bon, ça a été performant. Il ne faut jamais dire que c'était stupide. Non, ça a répondu à des besoins qui, aujourd'hui, je crois, sont révolus. Alors, ils sont révolus pour énormément de raisons. Alors, d'abord, il faut savoir que si on conserve de l'industrie, c'est que précisément, elle n'est pas totalement codifiable. Parce que si tous les procédés techniques sont totalement codifiables, alors ça fait très longtemps que c'est parti ailleurs. Et le deuxième élément... Il y a quoi? Il y a un mystère de l'industrie en plus de l'optimisation? C'est quoi? C'est l'esprit de la machine? Pas du tout. C'est d'abord que vous avez... N'oublions pas les produits. Si vous prenez le véhicule automobile, on le sait ça depuis 20 ans, mais c'est de la fausse longue série. Apparemment, c'est de la longue série, mais en fait, grâce à la robotisation, on a réussi, par exemple, à avoir des schémas de points de soudure différents d'un véhicule à l'autre. Ce qui fait on répond à des besoins sociétaux, et les besoins sociétaux, c'est premièrement une dynamique extrêmement réactive et créative des produits. Même dans l'agroalimentaire, je discutais récemment, quelqu'un qui... Apparemment, d'ailleurs c'était marrant parce qu'il y avait une discussion entre des gens de l'industrie manufacturière classique et qui disaient nous on est très techno, et cette personne de l'agroalimentaire met de la salade dans des petites enveloppes, et il nous a expliqué très longuement que c'est lui qui est pointu. Et il est pointu biologiquement, il est pointu sur la théorie. Ça paraît pas, mais derrière, il y avait en fait les gaz qu'il met dans son appareil. Donc en fait, nous avons besoin d'une modification importante de la représentation de l'industrie. Mais ça va passer d'abord par la transformation des systèmes de conception. Ce sont nos systèmes de conception qu'on va changer pour que
Par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé avec Thales sur le cockpit du futur. Il est évident, vous avez vu ce que nous a décrit le général. Le cockpit du futur, ce n'est absolument pas le système de pilotage de l'avion. C'est une erreur. Aujourd'hui, c'est un système de contrôle et de pilotage lié à plusieurs autres systèmes de contrôle de pilotage. En fait, c'est un élément d'une intelligence collective qui va être notamment au contrôle aérien, mais pas seulement, qui peut être dans les équipes d'escale, avec qui il va falloir interagir, qui peut être en relation, si vous voulez, avec les autres avions. Et du coup, vous voyez que le cockpit du futur, pour le concevoir, on ne pouvait pas le faire avec le bureau d'études traditionnel du cockpit. Par exemple, on a fait intervenir des associations de pilotes, on a fait intervenir des concepteurs d'aéroports. Autrement dit, le processus de conception doit refléter les différents critères et les différentes compétences dont vous voulez qu'elles se retrouvent dans l'usine. Alors, chez Renault, par exemple, on a une longue tradition d'insertion des ingénieurs ergonomes, mais pour avoir travaillé sur le sujet, pendant longtemps, ils ont été un peu trop à l'arrivée, si vous voulez. C'est-à-dire, ils testaient la bonne qualité ergonomique d'une chaîne de montage qu'on avait définie. Aujourd'hui, on les intègre beaucoup plus tôt. Par exemple, si on prend les ingénieurs acoustiques, où ils arrivaient en fin de conception. Aujourd'hui, nous voulons tous avoir dans une automobile une qualité acoustique. Voilà. Alors, comment tout ça s'articule avec justement l'arrivée de plus d'automatisme, l'arrivée de plus de robots? Est-ce que cette problématique que vous venez d'évoquer, de la conception en amont, de la nécessité d'intégrer tout ce qu'on veut comme résultat final dès la conception, est-ce que cette problématique, elle est revisitée, elle est renouvelée par la robotisation en quelque sorte? Eh bien maintenant, si vous voulez qu'on ait un petit peu réfléchi à cet amont qui s'enrichit, si on veut que les robots coopèrent avec les hommes, eh bien maintenant demandons-nous qu'est-ce que c'est concevoir un robot. Voilà. Et concevoir un robot, c'est d'abord chasser de notre esprit la représentation dominante du robot que nous avons. Je vais vous donner un exemple de robot auquel vous n'avez peut-être pas pensé. Je travaillais avec les Suédois il y a quelques années dans l'aéronautique. Vous savez que dans l'aéronautique, on fait des pièces uniques. Bon, le problème, c'est de concevoir le bâti de la pièce unique qu'on va poser. Bon, un des recherches qui avait été menées à l'université de Göteborg, c'était des robots qui sont en fait des supports intelligents qui avaient plusieurs degrés de liberté et qui venaient, ils regardaient la pièce à monter et ils se mettaient en position de la tenir. Donc c'était en fait des mains intelligentes qui, en fonction de la pièce, venaient servir de cale. Ce qui fait que l'entreprise avait en fait une série de robots intelligents, mais qui n'ont pas, il n'y avait pas une tête humanoïde. C'est un groupe de supports avec une intelligence de positionnement des supports. C'était juste des petites tiges, mais une extrême intelligence. Peut-être que vous connaissez ce genre on va évidemment donner la parole dans un instant à Bernard Carrera pour commenter tout ça. C'est notre représentation aussi du robotique, et c'est à mon avis une des raisons pour laquelle en France on a eu du mal à rentrer dans cette logique du robot. On a trop enfermé la logique du robot dans, je dirais, la représentation du chien-chien intelligent. En fait, qu'est-ce que la robotisation? C'est comme l'automatisation, c'est le fait de donner des capacités d'intelligence, mais à n'importe quel système technique. Ce qui fait que, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez un robot particulièrement intelligent dans votre poche, parce qu'il est d'une intelligence. Si vous comparez ça à l'autocom historique de vos téléphones, la dose d'intelligence que nous avons ici, est-ce que ça nous a changé? Est-ce que ça nous a transformé? Ça nous a esclavagisé d'une certaine manière, mais aussi... Ça ne nous a pas complètement aboli. Voilà, ça ne nous a pas aboli. Ni remplacé. Peut-être abéti, mais on ne va peut-être pas rentrer dans cette problématique. On est capable de faire plus de choses, ça c'est clair. Exemple de robotique auquel on ne va pas penser, mais je pense mes collègues de l'industrie, bien évidemment, connaissent ça très bien. La fatigue des opérateurs qui sont debout. Vous savez qu'aujourd'hui, on a des exosquelettes intelligents, donc qu'on va venir juste caler sur vos jambes, et vous voyez, qui vont venir vous permettre de vous asseoir quand vous le souhaitez. C'est-à-dire, vous marchez, puis vous pouvez vous asseoir quand vous le souhaitez. Ce qui veut dire que, mais s'il vous plaît, revenons à la créativité de la conception. C'est-à-dire, concevons. Je pense que c'est ça aussi l'avenir de l'industrie du robot. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle sorte des dominant design de ce qu'a été la robotique traditionnelle pour y aller. Mais je veux dire, je ne veux pas... Je suis sûr que c'est ce que vous faites, puisque... On va lui demander à Bernard Carrera. Mais il faut aujourd'hui être capable d'avoir des équipes de conception à la fois de la partie robotique, mais aussi de la partie travail humain. Et c'est cette intelligence-là du travail de conception qui fera qu'on aura des usines qui seront novatrices, intelligentes, et qui donneront en plus
du plaisir, de l'intérêt, de la motivation à travailler. Plus de motivation et moins de risques et moins de problèmes ergonomiques pour l'opérateur. Sur Allez-y, je vous en prie. une petite anecdote, pas une anecdote, j'avais fait une chronique dans un journal Vespéral sur le sujet, c'est que on a une expérience dans une petite usine chimique d'avoir recruté des bac plus 3, ou bac plus 2, au bout d'un certain temps. Ça s'est mal passé. Parce qu'effectivement, ils avaient une représentation du travail qui était un peu ce que vous avez vous-même signalé. Et donc, ils sont revenus alors que le processus chimique est beaucoup plus compliqué, alors qu'il y a de la variété. Ils sont revenus à des gens moins diplômés. Pourquoi ? Pour une raison très intéressante sur le plan à la fois psychologique. C'est qu'ils entraient plus dans la connaissance technique. C'est-à-dire qu'un des dangers, si vous voulez, je dirais, d'avoir fait trop d'études, c'est qu'on perd un petit peu ce goût de la finesse de la représentation du système technique. Donc, il faut aussi, si vous voulez, travailler beaucoup la façon dans l'organisation du travail. Alors, il y a beaucoup de... C'est intéressant parce que ce qu'on nous dit beaucoup, c'est qu'à raison de la robotisation, les opérateurs doivent monter en compétences et on se dit de manière qui semble logique, mais qui n'est peut-être pas, donc monter en formation de base. Et ce n'est pas forcément... non, il y a une montée en compétences d'abord, parce que à partir du moment où vous avez des processus dans lesquels il y a de l'intelligence, il y a de l'événement, il y a énormément d'événements et qu'il faut décoder, qu'il faut comprendre. Donc il faut traiter l'information. Si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on veut qu'il y ait un homme à l'intérieur pourquoi est-ce qu'on tient à ce qu'il y ait un pilote dans l'avion ? Je ne crois pas que les gens soient aussi naïfs que ça. Je suis sûr qu'ils sont persuadés. Tout le monde prend aujourd'hui le VAL. Oui, c'est ça. Les métros sans conducteur marchent au moins aussi bien et en plus ils ne font pas grève. Il y a une hypothèse qui n'est pas négligeable, c'est qu'à un moment donné, il faille sortir des règles du jeu. Et en fait, la seule qualité que l'on peut prêter à l'humain, c'est d'être capable à un moment donné de dire la règle du jeu qui avait été prévue, elle est plus bonne, elle est plus intéressante. C'est ça qui fait qu'on a envie qu'il y ait quelqu'un. Ben, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que quand il sort de la règle du jeu, il est efficace ? Mais ça, et surtout, est-ce qu'il a raison de sortir de la règle du jeu quand il le fait ? C'est insoluble. Exactement. Mais vous avez au moins la possibilité d'avoir un acteur capable de sortir de la règle du jeu. C'est ce qui fait qu'on fonde des espoirs sur. C'est intéressant parce qu'on peut même imaginer pourquoi on surpondère l'importance d'avoir un homme, c'est-à-dire qu'on surpondère tous la probabilité d'un accident qui rendrait utile la sortie des règles du jeu. En réalité, dans 99,9% du temps, il ne faut pas sortir des règles du jeu. Oui, mais si on pense que l'accident, on a tous peur, donc si on pense que l'accident est probable, alors le pilote est d'autant plus désirable. Voilà. Et puis si vous voulez, tous les exemples qu'on a d'études d'accidents industriels graves montrent il y a toujours un moment où le système devient indécidable. C'est-à-dire, vous ne savez plus exactement où vous êtes. C'est-à-dire que vous avez. Et là, le robot peut pas décider. Alors, on va se tourner quand même vers Bernard Carrera. Bernard Carrera, ce qu'a dit Armand Actuel et ce qu'avait dit José avant. Est-ce que vous avez envie de réagir sur justement la conception, le rôle de la conception dans votre travail de spécialiste des robots et le rôle de la robotique dans la conception de l'usine, parce que c'est un peu les deux. Tout à fait, je vous rejoins particulièrement sur le fait que la façon de concevoir les robots de nouvelle génération, nos nouvelles gammes de robots ne sont plus conçus comme ceux que nous avons faits il y a une trentaine d'années. À ce moment-là, c'était surtout l'efficacité sur le poste, les robots de l'époque. Oui, absolument, c'était des lignes dédiées, des travaux très particuliers, même une notion de performance, de vitesse, de précision, qui n'est peut-être plus tellement celle qui est réclamée par certains robots. On est beaucoup plus, une fois de plus, sur l'interface entre l'opérateur qui va utiliser cette machine, qui va piloter cet ensemble-là, plutôt que sur un système déterminé, programmé par une instance externe. Et ça a un impact sur toute la conception du robot, aussi bien sur la partie mécanique, qui pourrait sembler très stable, etc., mais en termes de matériaux, en termes même de rigidité du produit, etc., il y a beaucoup d'autres solutions, puisque, une fois de plus, ce robot, il va être dans un environnement humain, donc il y a même, je dirais, le design. Le robot qui collabore avec un homme, il est rond. On soigne cet aspect-là. Il inspire confiance. C'est-à-dire que c'est pas encore T2R2 comme on disait tout à l'heure. C'est pas non plus. C'est pas l'humanoïde avec une tête la plus similaire possible à son créateur, mais. Non, mais la rotondité, elle a un sens technique. J'imagine qu'il y a moins. Elle est rassurante. Mais il y a que ça, ou bien il y a moins de heurts possibles? Est-ce que la sphère a une vocation technique, enfin une utilitariste? Est-ce que ça a du sens de le faire plus rond ou c'est juste pour faire joli? C'est pas pour faire joli. Les fonctions sont dedans, sont là, mais l'enveloppe du robot est ronde.
parce qu'elle s'inspire plus de confiance et on a vu cela. Un robot très musclé, très anguleux, etc. C'est une machine qui effraie un peu plus. Donc ça part de ce point de vue-là. Mais également, tous les efforts, ils sont au niveau de tout ce qui est contrôle, de l'intelligence que nous allons mettre dans le robot, de la partie logicielle qui est... Est-ce que vous voyez vos clients évoluer dans leurs demandes un peu c'est ce que laisse à penser peut-être Armand. C'est-à-dire, si vous êtes entendu, Armand, si les choses évoluent dans le bon sens, ce qui vous semble être le bon sens, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous demande de coopérer, de participer plus étroitement à la conception de l'usine elle-même qu'avant, ce que dit Armand, c'est que la richesse de la production, elle est dans la conception, elle n'est pas seulement dans l'optimisation une fois qu'on a le site et qu'on a le bazar en main. Absolument, mais une fois de plus, on ne peut pas considérer le robot ou n'importe quel système comme isolé. Ça a été redit ce matin, même par le général Mercier. Les choses sont claires. C'est une pensée de système. Donc nous sommes constructeurs de robots. Nous participons à ces débats sur différents thèmes avec des industriels sur une vision systémique, un ensemble, une globalité. On ne peut plus penser la robotique qui arrive, qui est là à nos portes, de la même manière. Et une fois de plus, j'insiste, je radote un petit peu, avec une vision également PME, où là, il y aura un accompagnement peut-être moins structuré que dans les grandes entreprises, mais qui sera totalement indispensable par rapport à cette conception et à cette vision de cette usine. Et comment est-ce que vous travaillez sur... je vais donner la parole tout de suite à Argelos Massos, mais comment est-ce que vous travaillez pour intégrer les demandes de l'opérateur au niveau de la conception, justement, quand vous travaillez pour un client ou pour vous-même d'ailleurs, puisque vous vous équipez vous-même en robot, comment vous prenez en compte dans cette conception le rôle de l'opérateur et ses aspirations? Est-ce que vous avez vous-même une démarche d'ergonomie, de recueil de l'opinion des opérateurs? Comment vous les intégrez à votre process? Oui, bien évidemment, alors déjà en interne, mais pas uniquement en interne, à savoir que effectivement, nous, notre credo, c'est l'homme et la machine, c'est-à-dire c'est dans ce sens-là que ça va marcher. Effectivement, vous l'avez répété plusieurs fois ce matin, la créativité ne viendra pas encore. Peut-être n'est-ce pas souhaitable de la machine, donc on a besoin de... Si vous m'aviez contredit, j'aurais été très heureux, mais enfin pour le moment je crois qu'on n'a pas encore aboli ces petits problèmes. Ce sont les opérateurs, les conducteurs de ligne qui ont été formés, qui ont évolué dans leur profession, qui amènent ces commentaires-là, et nous, notre bureau d'études, il encercle la production. Donc il y a une proximité, il n'y a même pas d'étage à descendre. Donc c'est par ce biais-là. Et puis, notre façon de voir la robotique industrielle, puisque c'est ça notre raison d'être, nous donne une très grande proximité avec nos clients. C'est-à-dire qu'il y a différents donneurs d'ordre qui ne sont pas tous typés d'une certaine manière, qui sont sur des segments de marché radicalement différents. Nous sommes en écoute, nous avons des gens qui suivent cela, pas uniquement d'un point de vue commercial ou marketing, mais c'est quoi le produit de demain. Et je pense que c'est le mélange des deux, parce qu'on ne peut pas attendre que le marché nous dise ce que sera le robot. Ouais. Nous devons également stimuler. Et on vient frotter tout cela en permanence. José, on se dit, en entendant ce que disent Armand et Bernard, que si on écrivait sur une page blanche, on verrait assez bien ce qu'il faut faire pour que ça marche. Mais vous n'écrivez pas sur une page blanche, vous autres industriels qui êtes présents dans vos business depuis des dizaines et des dizaines d'années. Est-ce qu'on peut adapter un site préexistant pour essayer de faire qu'il y ait le maximum de ce qu'on aurait fait si on l'avait conçu à partir de rien, à partir d'une page blanche sur les recommandations d'Armand actuelles, et comment on intègre dans quelque chose qui préexiste l'offre de Bernard Caira ou de ses concurrents, pardon Bernard, en termes de robotique. C'est-à-dire comment on fait avec l'existant physique, le bâtiment, les lignes, mais aussi évidemment les opérateurs, leurs habitudes. Vous disiez qu'ils avaient en moyenne 44 ans, donc tous ont vécu, j'imagine, pendant 15-20 ans dans un environnement où il y avait moins de robotique. Comment vous gérez cette transition? Bon. C'est vrai que si on pouvait partir des pages blanches, la concession des usines, on ferait d'une façon différente, plus compacte, etc. Mais on a les usines qu'on a, et voilà. Il faut s'adapter, et il faut survivre, il faut gagner les autres. Ça, c'est la base. Bon. À partir de là, les opérateurs qui sont personnes, il faut l'adapter à ces nouveaux monde socio-technique. Parce que vous parlez par exemple de l'opérateur avec les robots. Mais aujourd'hui, l'opérateur, il faut s'occuper dès qu'il rentre dans l'usine. Par exemple, le bien-être de l'opérateur dans son temps de repos est très important. Je vous donne un exemple. Les opérateurs, quand c'est le moment de la pause, ils vont à son area de repos et il prend son téléphone pour le WhatsApp. Si vous travaillez dans une area que vous n'avez pas de Wi-Fi, ça fait que l'opérateur soit plus agressif et plus de risques
de créer des défauts et d'accidents. Vous voyez, la société technique a changé. Donc d'abord, nous travaillons avec des personnes, il faut que les usines s'adaptent aux moyens du XXIe siècle. Et ça, j'étais en Chine en octobre, ils travaillent beaucoup sur les arrêts de repos et nous travaillons beaucoup, parce que ça c'est la base. On travaille sur on parlait de la sécurité. Nous avons lancé cette année chez Renault un plan de rupture de la sécurité. La grande différence, nous, en France, dès qu'on passe un accident, on est très fort, on s'expliquait pourquoi c'est passé. Mais on vit à côté des presque accidents et on ne fait rien. Il faut changer notre mentalité pour prévenir avant que les choses passent. Je peux vous dire qu'avec ces changements de mentalité, on est arrivé même à former le comité de sécurité de Renault. Ah oui. Je suis arrivé à le faire. 30% de moins de femmes cette année sur Renault. Encore, on est loin de la cible, on sait où on va arriver, mais la mentalité, ça va. Donc, à partir de quand vous travaillez l'environnement, vous travaillez la formation, le reste accompagne. Et parfois, on dit, oui, les personnes comme ça, les personnes ne sont pas idiotes. Les personnes sont intelligentes. Il faut les expliquer qu'est-ce que nous voulons. Alors, c'est qu'on ne peut pas s'expliquer 26 choses à la fois. Il faut expliquer 2-3 choses importantes. Et moi, mon expérience, depuis beaucoup d'années, pas seulement en France, ailleurs, c'est que les personnes se forment, ils sont de la fierté, parce que chez Renault, et je vois dans tous les sujets en France, ils sont de la fierté d'être Renault. Donc, tout le monde est prêt à jouer les paris et à survivre. Mais il faut avoir un avenir. Alors, si vous dites, voilà, on va faire l'usine d'avenir, mais on ne sait pas si on va fermer l'usine, oh là là là. Là, vous allez mettre l'argent dans la poubelle parce qu'on ne fait rien. Par contre, et c'est pour cela que pour nous, il faut choisir ses messages, il faut être précis, voilà. Il faut faire confiance aux opérateurs pour comprendre aussi. Et c'est pour cela que dans notre cas, les plans de compétitivité, ça a changé la mentalité. Donc à partir de là, les personnes sont réceptives. Et on intègre des jeunes avec des nouvelles habitudes. Un jeune de 23 ans n'a pas les mêmes habitudes qu'un homme de 45. Et maintenant, on a plus de diversité. On a déjà dans les chaînes 15% de femmes. Il y a des choses qui changent. Et par exemple, à Flandre, avec quelques personnes de STE, on est en train d'étudier tout cet aspect sociologique. Parce que pour moi, c'est la base pour créer l'usine d'avenir. C'est comme l'informatique. Vous savez, en hard, en soft, vous pouvez bien former, mais si vous ne changez pas les conditions de base, le résultat sera le même que vous savez avant. Donc, Armand Actuel, vous vouliez rebondir sur ce point? C'est dommage que le chef d'état-major soit parti, parce qu'il y a un élément qui a été extrêmement important dans l'histoire des cockpits, en tout cas des cockpits civils. On a vu l'apparition, entre guillemets, sauvage, de l'utilisation des tablettes et des palmes avant par les pilotes. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, un certain nombre de calculs, un certain nombre de raisonnements, un certain nombre d'informations, il leur était beaucoup plus facile de les gérer sur leurs outils à eux, qu'avec les cockpits qu'on leur avait proposés. Parce que les cockpits qu'on leur proposait, si vous voulez, dans les années 2000, 2005, 2007, c'est des cockpits qui ont été pensés, effectivement, 10 ans avant, sans le fait que nous ne sommes plus simplement, je dirais, à main nue. J'ai beaucoup aimé votre... L'opérateur le plus, je dirais, le plus démuni, on va dire, d'études scolaires, il dispose aujourd'hui d'une capacité... il dispose de MEMS extraordinaires dans sa poche. Il a une capacité de détection. Demain, vous aurez certainement à penser des formes de dialogue. Vous avez évoqué le tactile, mais vous aurez certainement à penser des formes de diagnostic téléporté. Voilà, vous voyez, on est toujours en retard de l'industrie. Mais tous ces éléments changent complètement la manière même dont on voit les opérateurs. Et si vous voulez, pourquoi j'insiste sur ce point ? Parce qu'on a eu, je l'avais évoqué au téléphone, on vient d'avoir un énorme colloque sur l'industrie, il y a un livre qui est publié par la Fabrique de l'industrie. C'est que notre premier problème collectif sur la question industrielle, c'est que c'est incroyable la lourdeur des stéréotypes sur l'industrie qui pèsent sur notre société. Vous l'avez dit, on en est presque, si vous voulez, à ce que les gens pensent que l'industrie est encore restée sur une forme extrêmement déterminée. On a l'impression, si vous voulez, que vu de loin, nos entreprises ou nos usines, c'est le Bangladesh, quoi. Voilà, pour aller vite. Bon, non, je crois que il faut. Tout ce que nous disons va dans le sens que
Nous, les opérateurs, aujourd'hui, non seulement ils ont toujours été intelligents et créatifs, mais aussi ils sont équipés. Ils sont eux-mêmes des systèmes de production et de travail et de gestion des connaissances beaucoup plus efficaces souvent que ceux qui leur proposent l'entreprise. Je suis désolé, consulter une base de données techniques dans une entreprise de type moyen, Wikipédia, c'est beaucoup, beaucoup plus pratique.